Bon dimanche à l'écoute de l'ORTB. Vous êtes les bienvenus à cette édition de la mi-journée. C'est la rentrée des classes à l'école de la Nouvelle Conscience. Ici, les cours sont entièrement dédiés à l'éducation civique. À suivre dans ce journal la cérémonie inaugurale. L'Union libre des travailleurs de la Sonapra tient son 5e congrès. C'est le congrès, disent les congressistes, de la Renaissance. Et puis la foire de l'UEMOA a démarré au stade de l'amitié Mathieu Kérékou. Vous avez 2 semaines pour aller voir et acheter des produits artisanaux et industriels de l'espace UEMOA. En voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bien bonjour. L'école de la Nouvelle Conscience vient de lancer sa rentrée des classes citoyennes, une cérémonie inaugurale qui marque la reprise des différentes activités d'éducation civique pour le compte de cette année. Bruno Roteco, Rachida Biomaman et Cécile Roundé. C'est par cet hymne de la victoire que démarre cette rentrée solennelle des classes citoyennes à l'école de la Nouvelle Conscience. 2 années d'existence déjà pour cet outil novateur qui promeut l'éducation civique et citoyenne au plan national. La conférence inaugurale de ce jour marquera donc le début de l'opérationnalisation de l'école de la Nouvelle Conscience. Pour ce faire, l'école s'est dotée d'un conseil pédagogique qui fixera les grandes options, les grandes orientations et déclinera des thèmes de formation pertinents et adaptés à toutes les couches de la société attachées à l'éthique et aux valeurs citoyennes. L'enseignement à l'école de la Nouvelle Conscience est basé sur une approche pédagogique itinérante. Cette approche itinérante de l'offre éducative de l'école de la Nouvelle Conscience s'est déroulée dans les communes comme Cotonou, pour plusieurs séances de formation, Abomey-Calavi, Semekpodi, Ouida, Komé, Sakété, Savalo et Parakou. L'école a formé en 2 ans environ 8000 auditeurs de différentes catégories sociales et de différentes classes d'âge. Elle est très active sur une dizaine de réseaux sociaux par sa participation aux échanges d'idées. Les résultats sont tels que l'expérience des enseignements des classes citoyennes dépasse aujourd'hui les frontières du Bénin. En témoigne la diversité des invités de cette rencontre venus de la sous-région, notamment du Togo. Et pour Pascal Irené Koupaki, le cap doit être maintenu. Je suis fier de vous et heureux parce que vous n'avez rien changé à vos convictions. Car notre combat n'est pas le combat d'une saison. Notre combat est transsaisonnier parce qu'une graine semée a besoin de toutes les saisons pour grandir et donner de bons fruits. Recentre-toi, tu fleuriras et le Bénin aura des bourgeons. Il s'agit donc d'un combat pour l'intérêt suprême du Bénin. Comme l'indique ce concours intitulé « Mon Bénin debout », dont les lauréats ont été par ailleurs récompensés à l'occasion de cette reprise des activités. Beau pays, le Bénin debout. Pendant ce temps, l'École supérieure des métiers d'art et de la culture du Bénin ESMAC Rwendo effectuait sa rentrée académique également 2016-2017. Le lancement officiel des activités a eu lieu devant un parterre considérable d'invités à Cotonou, un parterre constitué en majorité d'hommes de culture. Compte rendu Aboubakari Bakari et Blaise Adampo. Se départir de la culture occidentale et valoriser celle du continent noir. Tel est le résumé de l'exposé présenté par l'artiste comédien Eloge Beo Aguia alias Mastakol. C'était à l'occasion de la rentrée inaugurale de l'ESMAC Rwendo qui a eu lieu à son siège. Tant que les Africains vont chercher à vivre comme les autres, ils seront toujours en retard et s'installeront dans une singerie et un mimétisme ridicule. Il s'agit de fixation et de blocage. Et ce blocage doit être débloqué par les Africains eux-mêmes à travers une réelle prise de conscience
une sorte de délavage des cerveaux. Le promoteur du centre a apporté quelques clarifications à la fin des débats. L'ESMAC se définit comme l'école supérieure des métiers d'art et culture. C'est, pour la petite histoire, une université artistique, la première au Bénin en ce moment. Et chaque fois que nous voyageons, la seule chose que les gens appréciaient chez nous, c'était notre culture. Ils ne nous demandent pas si on est informaticien, ils ne demandent pas qui est le président de la République du Bénin, ils ne demandent pas le nom du meilleur journaliste du Bénin. Ils appréciaient nos danses, nos chants, nos tout là. Vous avez vu Jospinto tout à l'heure, il a créé l'émotion chez tout le monde. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas cultiver cela pour nous développer? Cette école se charge de former dans 2, 3, 4, 5 ans les plus grands acteurs de cinéma, les plus grands graphistes, les plus grands penseurs, les plus grands philosophes, les plus grands géomanciens vont venir de cette école. La rentrée académique à l'ESMAC Rwendo était riche en couleurs, en témoigne la présence d'artistes de renom. Vivement que les fruits puissent tenir la promesse des fleurs pour qu'enfin la culture et la béninoise soient mieux valorisées au-delà de nos frontières. L'association des anciens élèves du lycée Mathieu Bouquet de Parakou œuvre pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans ce lieu de savoir. Elle a initié des rencontres de prise de contact avec le nouveau proviseur du lycée ainsi que le préfet du département du Borgou. Plusieurs décisions ont été prises au cours de ces séances de travail, suivies pour nous par Kadnel Kakpo et Federba Agbado. Les anciens élèves du lycée Mathieu Bouquet de Parakou souhaitent voir l'établissement dans lequel ils ont été formés devenir une référence au Bénin et dans la sous-région ouest africaine. Et pour voir leurs vœux se réaliser, ils entendent accompagner la nouvelle équipe dirigeante du lycée. Nous étions avec notre papa, M. Medemoussa Yaya, pour voir le nouveau proviseur, la nouvelle équipe, de façon à ce qu'on discute ensemble des attentes. Qu'est-ce que nous allons faire? Notre association vise la mise en place d'un lycée de référence. Et un lycée de référence, c'est les normes. Ça a des exigences. Alors, il faut que, avec la nouvelle équipe, on commence par bâtir, par s'entendre sur cela. Conscient du rôle de la préfecture dans les progrès au plan éducatif au niveau du département, les membres de cette association partagent leur vision avec le préfet du Borgou. Nous avons pensé, par la même occasion, venir rendre visite courtoisie à M. le préfet. Et nous sommes heureux de rencontrer un homme dynamique, jeune. Nous espérons que l'avenir nous réserve de très bonnes surprises dans le cadre de notre collaboration Association anciens élèves du lycée Mathieu Bouquet et la préfecture et l'ensemble des acteurs, des usagers des départements de Borgou de la Liborie. Dans sa dynamique de restaurer au lycée Mathieu Bouquet son prestige, l'association entrevoit le 14 décembre prochain un tête-à-tête avec l'ensemble des acteurs de l'établissement. 5e congrès ordinaire de l'Union libre des travailleurs de la SONAPRA, les congressistes ont recherché et trouvé les approches pour relever les nouveaux défis de développement de leur unité de production. Blaise Adampo, Patrick Beno. 5e congrès se tient dans un contexte particulier. La SONAPRA connaît actuellement des difficultés. Il urge de trouver des stratégies efficaces pour révolutionner ce fleuron de la production agricole au Bénin. Et ça, c'est un combat d'ensemble. Des questions subsistent quant au devenir de la SONAPRA et de son personnel, surtout après le départ du coton et des rizeries de Malaville et de Glazoué. Il ne se passe de jour sans que les travailleurs ne se posent la question sur le devenir de notre maison commune, la SONAPRA. Le Congrès débattra de toutes ces questions à travers le thème « La SONAPRA à l'aide du nouveau départ ». Quelle approche pour le nouveau défi de son développement? Je nous invite à nous mettre ensemble parce que je considère ce combat comme un combat corporatiste d'un personnel administratif technique menacé de disparition. L'Ultra SONAPRA a le soutien de l'UNSTB. Elle a également le soutien de la direction générale de la SONAPRA qui n'est pas restée en marge de la rencontre. Le choix de ce thème traduit sans aucun doute votre engagement à saisir l'opportunité du présent congrès ordinaire pour permettre à vos militants de se ressourcer dans le concept du militantisme. C'est le lieu de vous inviter, chers congressistes, à vous pencher sur le rôle que reviendra
qui reviendra désormais à la SONAPRA. Le rôle peut être un rôle de supervision des pôles de développement agricole, un rôle d'organisation, un rôle de manager des pôles de développement agricole. Au-delà de vos préoccupations d'ordre syndical, le DG SONAPRA et son staff vous invitent à analyser et à défendre la place qu'occupera la SONAPRA dans l'animation des pôles de développement agricole tels que annoncés dans les nouvelles réformes du secteur agricole. Ce 5e congrès va accoucher d'un nouveau bureau, un bureau de 13 membres qui va s'installer pour un mandat de 3 ans. La 5e édition de la foire de l'UEMOA a démarré vendredi à Cotonou. C'est au stade de l'amitié Mathieu Kérékou. Les expositions vont durer 2 semaines. Elles doivent contribuer à asseoir le tissu de l'intégration sous-régionale. Reportage. Bien se connaître et faire connaître ses produits. C'est l'objectif principal de la foire de l'UEMOA. Les exposants se sont rassemblés autour du thème partenariat public-privé et défis de synergie pour une intégration réussie. Pendant 15 jours, les sujets relatifs à l'intégration et au développement communautaire seront débattus. Ça se décline en termes de programme de mise à niveau, ça se décline en termes de soutien au PME, ça se décline en termes d'amélioration du climat des affaires, ça se décline en termes de sous-traitance. Et ça se décline aujourd'hui en termes de partenariat public-privé. J'ai dit tout à l'heure, quand on parle de partenariat public-privé, il ne faut pas croire que c'est simplement les pays développés qui viennent des partenaires, des entreprises développées, des partenaires avec les États de notre région. Le secteur privé béninois doit rentrer, même au niveau communal, en relation soit avec le maire, soit en relation avec l'État. Le cadre devient le. À cette foire de l'UEMOA, les secteurs productifs sont attendus pour transformer le potentiel économique communautaire des États membres. Les exposants de produits et services à divers niveaux ont mis l'accent sur le bien fondé de l'initiative. Nous sommes des structures d'accompagnement des entreprises, notamment des entreprises industrielles. Donc il est de notre devoir de participer à ce genre de manifestation. Ça c'est un premier aspect. Le second aspect, nous sommes en train de nous organiser en réseau. Et au cours de cette foire, nous pensons que ça sera l'occasion de se retrouver pour consolider les acquis. Nous sommes connus aussi en dehors du Bénin, le Togo, le Burkina, le Cameroun, et ainsi de suite. Mais de participer à une foire de l'UEMOA, une foire sous-régionale, nous, notre intérêt, c'est que nos produits puissent embraser toute la zone UEMOA. Alors par exemple, on n'a pas pu encore percer le marché ivoirien. Alors ce serait pour nous une bonne chose de nouer des relations de ce côté-là. La réussite de cette foire contribuera à coup sûr à booster le développement socio-économique des pays membres de l'UEMOA. Comment le diabète peut-il influencer négativement la santé de l'œil? Pour répondre à cette interrogation, la Société africaine francophone d'ophtalmologie SAFO organise lundi au Palais des Congrès à Cotonou la 11e édition du rendez-vous scientifique. Thème choisi, l'œil et les pathologies générales. À ce propos, Dr Alain-Paul Amosouga donne quelques explications sur le congrès. Le drame qui se joue au niveau de la vie d'un patient que nous voyons repartir aveugle est le même qui se joue dans nos consciences. Les médecins, en particulier ophtalmologistes, souffrent de ne pas pouvoir répondre positivement à une demande de plus en plus émancipée de nos concitoyens. Le diabète est une maladie générale qui entraîne énormément de complications au niveau de la vue. Le problème, c'est que la complication, même si on sait qu'elle va venir, a-t-on toujours les moyens de prendre et de gérer ces complications-là? C'est la deuxième problématique qui nous interpelle ici. Et le mérite de ce congrès, c'est de mettre à nu le niveau obsolète de nos plateaux techniques qui très souvent va générer des évacuations sanitaires très coûteuses à l'État, à l'individu, pour résoudre ces problèmes de complications-là. Sinon, très souvent, c'est la situation de cécité qui s'installe.
Le problème pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir, à travers le thème, démontrer que ces maladies générales ont un impact délétère sur la fonction visuelle de nos concitoyens et que si on y prend garde, nous enregistrerons un fort important d'aveugles parce que ces maladies ont un potentiel fort cécitant. En marge donc du congrès que nous organisons, nous avons prévu une conférence publique qui sera donnée par un éminent professeur en ophtalmologie béninois, le professeur Lawani, et je vous dis, vous ne le regretterez pas. Direction Parakou, là-bas on se souvient des victimes des accidents de la route. On a battu le macadam en leur honneur, histoire de se rappeler de leur présence quotidienne. Reportage d'Oskats Tito. Ils ont marché du carrefour de la préfecture pour échouer au centre hospitalier universitaire départemental Borgou Alibori. Cette marche est initiée en mémoire des victimes des accidents de la route. Cette journée du souvenir des victimes des accidents de la route répond donc à un grand besoin de voir les pertes et les douleurs des victimes de la route entendues et reconnues. Selon les statistiques, les victimes des accidents de la route au Bénin sont majoritairement des jeunes de 15 à 29 ans. Il existe de nombreux accidents qui surviennent dans cet hôpital, parmi lesquels 65% qui sont dus aux accidents à taxi, motocyclette, dits Zemidjan. Et parmi ces accidents, il y a eu 13% de décès. Pour la seule année de 2016, de janvier à octobre, l'hôpital de Parakou a enregistré 845 accidentés de la route, a hospitalisé plus de 360 accidentés de la route. Nous avons pu enregistrer 287 cas d'accidents de la route. Et je voudrais en ce moment précis dire que 287 cas, c'est déjà trop pour le premier semestre. Des chiffres qui interpellent. Portons le casque pour sauver notre vie. Quant à ceux qui évoluent dans leur voiture, le port de ceinture de sécurité. L'alcool au volant et l'excès de vitesse sont les principales causes des accidents à Parakou. Restons à Parakou pour dire que la centaine d'expropriés de l'avoir de contournement de Parakou sont enfin fixés sur leur sort. Il s'agit des occupants des abords de l'axe Carrefour Mathieu Kérékou, Carrefour Al-Ouda, devant céder tout ou partie de leurs parcelles. Visiblement, ils sont soulagés. C'est du moins ce qui ressort d'un compte rendu fait par le comité de défense des intérêts des expropriés. Reportage Giscard Akovi, Aziz Alabé. Ils rendent compte au collège d'expropriés de l'issue que connaît leur situation. Pour cause d'utilité publique, ces riverains de la voie de contournement de Parakou devront céder en partie ou entièrement leurs actuels locaux. C'est la première fois dans l'histoire de la ville de Parakou qu'on exproprie des gens et que vous arrivez à vous entendre avant l'expropriation. Mais cette fois-ci, tout est pris en compte, que ce soit les tombes, les bâtiments en bloc, les bâtiments d'allées, les bâtiments avec tulle, les bâtiments avec tôle, les bancos, la parcelle vide aussi est prise en compte. Des détails sont donnés sur les nouvelles modalités de dédommagement. Aussi, des dispositions sont-elles prises pour que tout se déroule en toute transparence. Nous avons invité tous ceux qui sont héritiers à se rapprocher du chef quartier. Leur conseil de famille se fera en présence des membres du comité et du chef quartier. Le chef quartier lui-même doit pouvoir signer. Les membres du comité aussi vont signer. Donc nous avons pris pas mal de dispositions pour pouvoir amener la population vraiment à récupérer les chèques sans problème. Préalablement déterminé à hauteur de 900 millions de francs CFA, le comité, après maintes négociations avec l'équipe interministérielle mise en place, rehausse le montant du dédommagement à environ 1,2 milliard. Mes inquiétudes sont dissipées parce que je me rappelle très bien que le premier jour, nous étions ici tous, nous étions fâchés, nous étions stressés, on ne savait plus où se donner la tête. Mais aujourd'hui, maintenant,
vu la manière dont l'équipe de supervision a pris le problème à bras le corps, mon vieux, c'est que la situation a connu une bonne fin. Le déguerpissement est prévu pour démarrer la semaine prochaine. Selon les explications, les derniers chèques seront remis aux ayants droit au plus tard le 23 décembre 2016. C'est parti pour la 5e édition de la campagne de promotion du Moringa. C'est une initiative de Hunger Project Bénin qui entend faire connaître davantage les valeurs nutritionnelles de cette plante. C'était mercredi dernier à l'épicentre d'Avlamen dans la commune de Zobodomé. Reportage. Grande caravane pour la promotion du Moringa. Elle a pris départ de Boïcon pour échouer à l'épicentre d'Avlamen dans la commune de Zobodomé. Les valeurs nutritives du Moringa sont reconnues. Cette promotion, nous y tenons au niveau du ministère de la Santé parce qu'il est démontré aujourd'hui que les vertus nutritives qu'on peut tirer du Moringa pour donner la santé à notre organisme, c'est énorme. Rien qu'à partir de Moringa, nous pouvons corriger beaucoup de choses en matière de nutrition. Et puisque nous sommes convaincus aujourd'hui que la malnutrition est à la base de près de 45% de décès d'enfants de moins de 5 ans pour maladie. Nous nous sommes dit, il est important pour nous aussi, comme stratégie, d'appuyer la promotion de Moringa à travers tout le pays et au-delà même. Pourquoi pas exporter pour qu'on dise, voilà, c'est le Moringa du Bénin. The Hunger Project est engagé dans cette lutte pour le mieux-être de nos populations, consommer le Moringa pour une meilleure santé. Je voudrais d'abord dire que cette année, nous avons choisi comme thème de campagne le Moringa pour la nutrition et dans l'entrepreneuriat pour la jeunesse. Et à ce titre, se dégage pour nous une problématique, une question majeure. Si nous voulons valoriser le Moringa pour la nutrition, dans quel état le Moringa va sur la table du consommateur, de nos partenaires? Quel est le niveau de cuisson pour conserver au mieux la valeur nutritive du Moringa? Nous voudrions que la valeur nutritive soit valorisée davantage de façon que la population en tire bénéfice, en tire profit pour la création de richesses, pour l'amélioration des sources de revenus. Des séances de dégustation du Moringa sont organisées sur place. Après la mort du père de la révolution cubaine dans la nuit de vendredi à samedi, les réactions fusent de partout. Les hommages sont élogieux. On salue l'homme, le révolutionnaire qui a dédié sa vie à la libération de son peuple, qui a lutté aux côtés des peuples opprimés dans le monde. Au Bénin, le Parti communiste du Bénin pleure un combattant et souhaite que le Bénin prenne exemple sur le leader Maximo. Écoutez ici Fidèle Kenom, il est chargé des relations extérieures du Parti communiste du Bénin. Il est au micro de Gloria Oni et de Yves Agolopessi. C'est une grande perte pour l'humanité entière, pour le peuple cubain lui-même évidemment, pour le monde entier. C'est l'exemple même de la résistance contre l'oppression, l'exemple de la résistance contre le blocus américain qui dure depuis près de 60 ans. On connaît l'humanitarisme internationaliste exemplaire de Cuba sous la direction de Fidel Castro, avec l'aide à la lutte contre l'analphabétisme, avec l'aide sur le plan sanitaire, fondamentalement, les interventions pour soutenir le peuple d'Angola contre l'agression de l'apartheid, pour soutenir le peuple algérien contre le colonialisme français. Voilà autant d'exemples sur l'internationalisme actif donc, de ce révolutionnaire patriote ardent à la tête donc, de son peuple, le peuple cubain. Pour le Bénin, notre peuple aura certainement à prendre exemple sur la défense de sa souveraineté, sur sa volonté farouche de se faire instruire, de s'instruire dans ses langues maternelles et sa volonté farouche d'avoir des soins de santé d'accès gratuit pour tout le monde.
Et puis Fidel Castro est mort, le père de la révolution cubaine a tiré sa révérence. Retour sur l'annonce faite par le président Raúl Castro et surtout sur quelques aspects de la vie du leader Máximo. Jérôme Rongbo. Cher peuple de Cuba, c'est avec une profonde douleur que je me présente pour vous dire à vous, mais aussi à nos amis du continent américain et du monde, qu'aujourd'hui, le 25 novembre 2016, à 10h29 du soir, le commandant en chef de la révolution cubaine est mort, Fidel Castro Ruz. Le père de la révolution cubaine, Fidel Castro, s'en est allé. Né le 13 août 1926 à Cuba, il étudie le droit à l'université de la Havane et prend le pouvoir en 1952 par un coup d'État. Emprisonné après l'échec de l'attaque d'une caserne, il est amnistié. Il s'exile au Mexique où il rencontre le Che Guevara Ernesto. C'est le début de ces luttes révolutionnaires qui le reconduisent au pouvoir en 1976, ouvrant ainsi la période spéciale à Cuba avec la disparition de l'URSS et la fin du régime dictatorial du général Fulgencio Batista. Pour des raisons de santé, il transmet le pouvoir à son frère Raúl Castro en 2006 avant de renoncer officiellement à la présidence en 2008, de même qu'à son poste de premier secrétaire du Parti communiste de Cuba. Il a fallu attendre 2015 pour constater le début de la normalisation des relations entre les États-Unis d'Amérique et Cuba. Fidel Castro a célébré il y a quelques mois seulement son 90e anniversaire. Conformément à sa volonté, sa dépouille doit être incinérée. Les autorités cubaines ont décrété 9 jours de deuil national. Toutes les activités et les spectacles publics sont interdits. Les funérailles de El Comandante auront lieu le 4 décembre à Santiago de Cuba. Sport pour terminer cette édition, tournoi de l'UEMOA à Lomé au Togo. Les écureuils du Bénin livrent leur premier match dans quelques heures. Bénin-Guinée-Bissau, c'est l'affiche et c'est à 18h30 heure du Bénin. La télévision nationale vous offre en direct l'intégralité de la rencontre. Prenez donc le rendez-vous tout à l'heure avec notre envoyé spécial à Lomé, Hugues Zinsou-Zounon. Et à propos justement de cette rencontre, les amoureux du cuiron de Parakou se prononcent sur les chances des écureuils. Ils sont ici au micro de Kadnel Kapo et de Federbe Agbado. Tout est possible, le Bénin peut remporter cette compétition, mais sans le championnat, on n'a pas le choix. Bon, ils feront de leur mieux. Il n'y a pas le championnat, donc je n'en attends pas beaucoup. On ne travaille pas assez. Sinon, on a les talents existent dans tous les coins du Bénin, mais on ne travaille pas assez. S'ils font quelque chose, ce serait du miracle. De la manière dont j'ai vu ils ont joué avec les Buffles de Borgou, j'ai vu qu'actuellement, non, notre équipe est en forme. Avec les matchs amicaux qu'ils ont livrés, on a su qu'effectivement, notre équipe a de la forme. Il peut mieux faire. C'est garanti. Avec tout ce que j'ai vu, là, ils sont partis à Kandi. On a vu tout ce qu'ils ont fait. Vraiment, ils ont bien joué. C'est garanti. On va les accueillir depuis la frontière de Lomé jusqu'au Bénin. Prenez donc le rendez-vous tout à l'heure à partir de 18h30 heure du Bénin sur la télévision nationale pour suivre le match Bénin-Guinée-Bissau. Merci d'avoir suivi cette édition. Passez un excellent dimanche.